Déjà, voyez-vous, je vais définir deux mots, mondialisme et mondialisation. On utilise ces mots, on utilise d'ailleurs un peu plus mondialisation à tort et à travers. La mondialisation est un phénomène qui a toujours existé depuis que l'histoire de l'humanité existe. La mondialisation, c'est uniquement... Ça correspond aux échanges humains et aux moyens de se déplacer en fonction de l'évolution matérielle. L'Empire romain, qui dominait donc la Méditerranée, c'était Mare Nostrum, il se déplaçait à pied, à cheval, en bateau. C'était les moyens de l'époque. Puis les moyens techniques se sont développés. Christophe Colomb est allé plus loin. Le Nouveau Monde, c'était la mondialisation intercontinentale entre l'ancien et le Nouveau Monde. Et puis les moyens de communication se sont développés au XIXe siècle, chemin de fer, etc. On est allé plus vite et plus loin, et ça a été la possibilité de comment dire, communiquer, d'échanger des marchandises, etc. en tout genre. C'est un phénomène qui est naturel, et aujourd'hui, avec Internet, les moyens informatiques, eh bien, Internet, la preuve avec cette émission, eh bien, on peut toucher n'importe quel, j'allais dire, Pékin qui habite de l'autre côté de la planète. Donc, c'est un phénomène naturel Alors, finalement, c'est bon. Ah, la mondialisation, oui, mais c'est un phénomène naturel de développement des techniques, des sciences, des échanges, voilà, la chose en elle-même est naturelle. En revanche, le mondialisme, alors ça, c'est pas naturel, dans ce sens que c'est, à première vue, une idéologie. En fait, c'est plus qu'une idéologie, c'est une mystique. Et là, il faut que les auditeurs comprennent véritablement qu'il y a une présentation matérielle du mondialisme par la volonté de réussir, par exemple, une gouvernance mondiale avec une monnaie mondiale, etc. Mais que ces apparences matérielles ne sont que la conséquence d'un travail fait en arrière, en amont, d'une mystique, d'unification de l'humanité sur des principes, finalement, d'humanité indifférenciée. Et pour reprendre une expression d'un mondialiste patenté, Jacques Attali, qui parlait de l'humanité nomade, voilà. C'est-à-dire sans racines. Et le mondialisme le rejette tout ce qui est tradition, le classicisme, les choses ancrées dans le passé, où on se transmet le flambeau. Négation des identités. Voilà, négation des identités. Et le mondialisme veut faire de l'homme un être indifférencié, nomade, interchangeable. Alors là, c'est le complot pour certains. En fait, bon, déjà, oui et non. Oui, d'abord, le complot, ça existe. Le mot existe, les choses existent. L'assassinat de Kennedy, il y a un complot. On devine qu'il y a certaines choses qui ont joué en sa défaveur, mais on n'arrive pas à préciser de manière nette, précise, carrée, les commanditaires. Bon, il y a eu un complot. Le complot, ça existe. Mais dans le cas actuel du nouvel ordre mondial, du mondialisme, il y a un complot, oui, mais un complot qui laisse quand même pas mal de traces, de documents, de rapports. Il suffit de consulter soit le site de la Commission européenne, soit aller à l'UNESCO, soit lire les rapports du Parlement européen. Vous savez, mais est-ce que vous diriez que c'est une conspiration à ciel ouvert? Ah, c'est l'expression de Richard de Coudenhove-Kalergi, reprise, en fait, qu'il a reprise auprès de H.G. Wells, l'Open Conspiracy. Oui, c'est oui. Les preuves sont devant nous. Simplement, il faut être curieux. Et j'ajoute que derrière ces preuves, il y a une conspiration, il y a vraiment une élite, une super élite qui est derrière tout ça. Simplement, déjà, rien que les preuves suffisent à montrer qu'il y a une volonté d'aboutir à un monde différencié. Voilà. J'allais vous demander, et quid de la franc-maçonnerie dans tout ça? Parce que dans, on va dire, l'imaginaire commun, ou enfin un cliché par excellence, la franc-maçonnerie tire les ficelles, dirige tout, etc. Alors oui, quelque chose là-dessus? Alors, on peut établir un parallèle entre... Alors d'abord, avant de parler du parallèle, un historique très rapide de la franc-maçonnerie. Toujours commencer les origines, puis arriver à la situation actuelle. Officiellement, la première loge maçonnique a été créée en 1717 à Londres par deux Anglais. Alors je dis bien officiellement parce qu'en fait, il y a eu des signes avant-coureurs bien avant 1717. Mais j'allais dire l'accouchement officiel, c'est 1717. Deux Anglais, deux protestants, parce qu'il faut bien rappeler que le protestantisme est lié à la maçonnerie. En quelques mots, je dirais pourquoi tout à l'heure. Ces deux protestants anglais, le premier, l'anglais s'appelait James Anderson. Et le deuxième anglais, je dis bien anglais, mais qui porte un prénom et un nom bien français, il s'appelait Jean Théophile Desaguliers. On va dire, attendez, ça fait pas très british tout ça. La raison est toute simple. Jean Théophile Desaguliers a fui la France après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 avec ses parents. Il était donc un huguenot. Il a été naturalisé anglais, donc il a gardé son prénom et son nom français. Et bon, en revanche, protestant lui aussi. Et en fait, la maçonnerie anglaise, maçonnerie tout court, vous avez la maçonnerie athée, la maçonnerie déiste qui dit qu'il y a une entité supérieure sans donner de définition précise. En fait,
le bloc, le cœur même de l'idéologie maçonnique, repose sur 3 points. Alors je vais citer les 2 premiers mots qui font des mots sérieux, mais je vais expliquer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. En philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun a sa vérité. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Et d'ailleurs, quand on discute souvent, les gens disent, écoute, je respecte ta vérité, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Chacun a sa vérité, et c'est une vérité évolutive. C'est-à-dire que ce qu'on pense aujourd'hui sera changé dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors que dans la morale catholique, il est dit qu'il y a des vérités éternelles qui ne bougent pas. Bon, voilà, c'est un fait. Deuxième point de l'idéologie maçonnique, c'est le naturalisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est en opposition complète avec le catholicisme. Le catholicisme dit qu'il y a un homme qui est né, Jésus de Nazareth, qui est le Messie, le Fils de Dieu, etc., qui est mort sur la croix, ressuscité, etc. Bon, et qu'il faut y croire. C'est une vérité absolue religieuse, c'est la révélation. Le naturalisme maçonnique dit n'importe quoi, il n'y a aucune explication scientifique prouvant par A plus B que ce Christ est le Messie, qu'il est né d'une vierge, qui est resté toujours vierge même après sa naissance. C'est techniquement, biologiquement impossible. Ressuscité, apportez-moi la preuve, il n'y a aucune preuve. Donc, en fait, le naturalisme a une vision purement, j'allais dire, médicale, scientifique, qui rejette le surnaturel, qui, quelquefois, pour le catholicisme, dit que parfois il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer matériellement, scientifiquement. Et le troisième point de l'idéologie maçonnique, c'est que c'est la primauté de l'homme. L'homme est au centre de toute chose, alors que dans le catholicisme, c'est Dieu qui est au centre de toute chose, et l'homme qui est le second. Voilà, pour faire court. Alors, je précise une chose, c'est que l'idéologie maçonnique, c'est l'homme en règle générale, au centre de toute chose, et vous avez eu, entre guillemets, au sein du groupe maçonnique, des loges maçonniques, des branches dissidentes. Et je vais peut-être faire bondir certains, des branches protestantes maçonniques qui se sont spécialisées dans des catégories d'hommes. Dans ce sens que le communisme est une branche maçonnique protestante qui s'est catégorisée dans un homme particulier, le prolétaire, la branche sociale. C'était pas le bourgeois, c'était pas le noble, c'était le prolétaire, le monde ouvrier. Bon. Le nazisme est une branche protestante de l'idéologie maçonnique qui, elle, s'est catégorisée dans une catégorie, l'arien, le germain, une catégorie d'hommes, un peu comme on dit un généraliste, vous avez ensuite un pneumologue, gynécologue, tout ce que vous voulez. L'idéologie maçonnique s'est focalisée sur un homme qui n'était pas le slave, qui n'était pas le latin, qui n'était pas le celte, mais le germain. Et le germain, c'était l'allemand, avec des subdivisions, les flamands, les suédois. Ça peut surprendre, mais... Là, je vous confirme qu'effectivement, vous allez faire bondir un certain nombre d'auditeurs. Hein. Je sais. Parmi les 3 points de la maçonnerie, il y en a un 4e qui revient de manière récurrente dans tous leurs discours, c'est la fameuse République universelle. Voilà, donc on rejoint l'idéal mondialiste, le travail d'horloge qui prépare tout ça. Voilà, c'est que la finalité de tout ça, avec ces 3 points, c'est de converger vers un but d'une unité mondiale, d'un homme indifférencié. Et en fait, c'est la grande tentative de créer Babel. J'ai mon livre, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. J'ai rajouté sur un fond rouge Destination Babel. Pourquoi? Parce que marche irrésistible donne une impression de victoire de l'ennemi. Non. Apparemment, ils gagnent, mais ils vont perdre. Alors, Destination Babel, c'est pour montrer que Babel, ça s'est terminé par un échec. C'est pour montrer l'origine religieuse et mystique de ce mondialisme. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dit religieuse? Oui, il y a un côté religieux. J'ose prononcer le mot satanique. Le premier chef d'État à l'esprit mondialiste, monde antique, s'appelait Nemrod, ou Nimrod, la version anglaise, hein, Nemrod, N-E-M-R-O-D. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse tentative de construction de la tour de Babel. Tour de Babel qui a été reproduite par une peinture, la peinture de Bruegel. Vous avez cette tour qui s'élance dans le ciel et qui est tronquée de biais au sommet. Or, comme par hasard, et c'est évidemment pas le hasard, regardez tous, allez sur Internet, tapez Parlement européen, tapez images, et vous verrez que le Parlement européen, c'est une tour tronquée, comme la peinture de Babel représentée par le peintre Bruegel. Donc on voit qu'il y a une continuité de pensée. Et d'ailleurs, dans l'histoire, Nemrod a été puni par Dieu, lui qui voulait être le Tout-Puissant. Il a été tué par l'être le plus faible, par un moustique qui était rentré par une narine de son nez, il lui a causé des maux de crâne horribles et il en est mort comme ça. Donc l'être le plus faible qui a mis à terre
la démesure, l'orgueil d'un homme qui voulait surpasser Dieu. Il n'y a même plus à se cacher ou à se planquer derrière les mots. Aujourd'hui, il suffit de lire les livres de Jacques Attali, il suffit de lire les derniers textes qui ont été co-signés en France par Gilles Bernheim, le grand rabbin de France, avec Alain Finkielkraut. Ils disent la marche de la politique mondiale, c'est nous qui la menons dans un sens qui est de donner corps, finalement, aux prophéties bibliques. En quelque sorte, c'est une idéologie, enfin, c'est une pensée, c'est une idéologie qui vient qui vient du fond des âges. Hein. Ça a traversé le temps, toutes les persécutions, c'est assez admirable, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, cette persévérance. Et d'ailleurs, il y a un des livres de Jacques Attali où, dans cette gouvernance mondiale, il donne la capitale du monde, Jérusalem. On a envie de dire. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi pas Helsinki, Bamako? Donc en fait, Jérusalem, bon, on va pas jouer les innocents, on comprend tout de suite. Pourquoi Jérusalem? Je parlais des chefs d'État mondialistes du monde antique. Le premier chef d'État esprit mondialiste de l'ère chrétienne, c'est un empereur du Saint-Empire romain germanique du XIIIe siècle, qui est mort en 1250, et vous allez voir la modernité du bonhomme, un homme extraordinaire qui s'appelait Frédéric de Hohenstaufen, qui était très intelligent, cultivé. C'est lui, entre autres, qui est l'auteur d'un traité sur l'art de la chasse avec les faucons. Et traité qui est toujours valable. Donc vraiment un homme éclectique, mais surtout, il était, et ça c'est l'esprit typique du mondialisme, indifférent au catholicisme. Je rappelle, le XIIIe siècle, c'est l'époque de Saint-Louis, c'est l'époque du catholicisme, des cathédrales, bon. Et lui, c'est le premier chef d'État à voir les religions d'une manière indifférenciée, que ce soit le catholicisme, l'islam, le judaïsme. Pour lui, c'était pareil. Il fallait un mélange de toutes les religions. Et ça allait très loin, puisque il s'est fait excommunier par l'Église. Il a fait venir des immigrés, en fait, des soldats musulmans avec leurs familles, regroupement familial. Je croyais que en Giscard, Italie, en oui, mais en fait, en Italie du Sud, dans un petit patelin qui s'appelait Lucera, il leur a construit une mosquée. Donc vous voyez, avec les moyens techniques de l'époque, la mondialisation de l'époque qui faisait que les moyens de déplacement étaient lents, à cheval, etc., ce que vous voulez, mais déjà il avait cette volonté de mélanger en terre chrétienne, une mosquée avec des populations musulmanes, chose absolument incroyable à l'époque, mais il était moderne par rapport à notre époque, alors là, il se régale. Mais Hohenstaufen est un homme extraordinaire, mais on se dit toujours, dommage qu'une intelligence aussi hors norme était vouée à des choses qui étaient finalement mauvaises. En fait, c'est le principe de l'indifférence. Toutes les religions se valent, tous les peuples sont mélangés, le refus des traditions. Voilà. Et créer la première mosquée en Italie du Sud avec une communauté musulmane qui avait fait venir, une immigration avec les familles qui venaient avec, mais c'est d'une modernité, mais simplement avec les moyens de l'époque, quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est bon. Il faut rajouter plusieurs zéros. Je crois qu'on a fait le tour des origines bibliques du mondialisme, on va dire ça comme ça, de la maçonnerie. Je crois que l'accélération se fait après la Révolution française, de cet esprit-là. Ah ça, oui. Vous citez même un personnage emblématique dans vos écrits, c'est Anacharsis Clootz. Oui, Anacharsis Clootz, qui était français, mais en fait, il faut toujours s'intéresser aux origines, était un juif prussien. Un juif prussien naturalisé français qui, je vais citer sa formule, disait, alors je cite Anacharsis Clootz, donc dans le moment de la Révolution française, « L'humanité ou le genre humain ne vivra en paix que lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, une nation. » En fait, dans son esprit à lui et puis de ses copains, la Révolution française n'était pas une finalité mais une étape. Il fallait détruire un ordre classique. Je rappelle que la mort de Louis XVI, alors là je vais dire uniquement quelque chose de factuel, après on est pour, on est contre, c'est autre chose. Mais la mort de Louis XVI, guillotiné donc place à Concorde à l'époque, donc enfin à l'époque ça s'appelait place Louis XV, guillotiné le 21 janvier 1793, c'est un baptême, un rituel maçonnique avant d'une certaine manière, puisqu'en fait les révolutionnaires ont fait plus que tuer le roi, ils ont... pour être plus précis, d'un point de vue strictement politique. Le roi de France, qui s'appelle Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, Henri IV, etc., était le lieutenant du Christ. C'est-à-dire que la France, depuis le baptême de Clovis en 496, était finie de l'Église. Voilà, bon, c'est purement historique, comme je dis, le Christ est mort pendu, crucifié, fusillé, c'est crucifié, c'est un fait. Bon. Donc là, les rois de France étaient les lieutenants du Christ, et les rois de France devaient, en tant que délégués du Christ,
appliquer une politique catholique. Mais voilà, la nature humaine, elle est là, et la faiblesse humaine, elle est là, et les rois de France, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu entre Saint-Louis et Louis XV, il y a une légère différence. Mais les rois de France avaient, lors des paroles du sacre, des paroles très précises. Ils prêtaient serment en disant qu'ils devaient lutter contre l'hérésie. Alors, juive au début, puis avec les protestants, ça s'est rajouté. Louis XVI, il a d'ailleurs violé les paroles du sacre, puisque il a 3-4 ans avant la Révolution française, financé avec ses propres deniers la restauration de la synagogue de Metz. Il a violé les paroles du sacre. Donc, pour vous montrer que ils avaient beau être, d'un point de vue de sciences politiques, les délégués, les ministres du nom du Christ, en tant qu'hommes, ils commettaient, parfois des bêtises. Et en fait, la Révolution française, à défaut, et je pense en particulier à Robespierre, qui a voté la mort de Louis XVI, à défaut de pouvoir décapiter le Christ, ils ont décapité l'élément le plus proche, son lieutenant. Et je n'ai jamais pu savoir le nom. Lorsque Louis XVI a été décapité, il y a un homme qui a plongé un tissu, un mouchoir, peu importe, dans le sang de Louis XVI, et qui a aspergé 3 fois la foule. Dans le rituel catholique, au début, vous avez un chant latin qui se dit « aspergeme », c'est-à-dire que le prêtre, avec le goupillon, bénit la foule avec de l'eau bénite. Et cet homme-là, il a fait la même chose, mais avec le sang de Louis XVI. Les gens qui voient ça de manière matérielle vont dire, surtout ceux qui étaient présents autour de l'échafaud ont dû se dire, mais il est con ce mec, il nous balance du sang, mais ça va pas partir au lavage, je vais me faire engueuler par ma bonne femme, il est con, voilà le truc, bien, ras des pâquerettes. Ah non. Oui, ras des pâquerettes pour ceux qui voyaient que l'aspect matériel. En fait, c'était un baptême, un rituel. C'est-à-dire, à défaut d'avoir pu tuer le Christ, ils ont décapité son lieutenant et ils baptisaient la naissance de cette France, s'appuyant sur les principes maçonniques, sur le sang de la victime. C'est un rituel. C'est un rituel. On retrouve toujours, vous verrez jamais un catholique traditionnaliste dans la Révolution française, vous verrez toujours des origines bien précises. Et ce n'est jamais l'effet du hasard. Donc on voit bien qu'il y a une césure. Fédéré de Charles Maurras. Il joue un rôle. Il joue un rôle. Le maçon, le protestant et le métèque. Voyez-vous, il faut voir... Avec des guillemets, Eugène, hein, c'est bien... Il faut voir. Maurras parlait des 4 États confédérés. Mais, chose est sûre, lorsqu'on voit l'origine de ceux qui sont à la tête de la finance américaine, on croit lire la liste de Schindler. L'usure, l'Église catholique a toujours condamné l'usure. Et l'usure a toujours été prônée par qui? Par 2 branches, le protestantisme et le judaïsme. Le monde de la finance a véritablement pris son essor, d'abord dans le monde anglo-saxon, ça c'est la maison mère. Et ce monde de la finance a essaimé partout, et la Révolution française, le pauvre peuple qui était roulé dans la farine, d'ailleurs c'était un révolutionnaire qui s'appelait Camille Desmoulins, qui disait, sous forme de boutade en 1789, qu'on n'aurait pas trouvé 10 républicains en France. En fait, les Français, il suffit de lire les cahiers des États généraux, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une ligne anti-monarchique, anti-roi, qui a eu des réformes, oui, mais pas de révolution. C'est étrange parce que c'est quand même ce qu'on apprend à nos enfants à l'école aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de secret. Les bouquins d'histoire, Mallet Isaac, sont truffés de mensonges. C'est bien simple, vraiment. Pendant des siècles et des siècles, c'était la noirceur la plus grande. Et puis la lumière est enfin apparue en 1789. Il ne s'agit pas d'enjoliver la période d'avant 89. Il y avait des choses qui n'étaient pas jolies, mais il y avait des choses magnifiques. Et quand je vois la cathédrale ou la chapelle, Sainte-Chapelle, quand on voit Beaubourg à côté, je préfère la Sainte-Chapelle sans hésiter. Il y a des choses extraordinaires. Dites donc, le quartier est super sympa, Beaubourg. En plus, les gens vivent la main dans la main, si je puis me permettre. Écoutez... Bref, pour actualiser quelque peu, la banque et les 2 plus grosses boucheries européennes que sont la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Une analyse, un mot là-dessus? Alors, je disais tout à l'heure que, en fait, l'origine du mal est quand même anglo-saxon, associée aussi à une élite juive. On peut pas se voler là. Entre guillemets. Il s'appelait pas Dupont-Durand, il s'appelait Rothschild. Donc je dis tout de suite, l'antisémitisme est une faute morale, mais moi je suis catholique, donc on doit être respectueux des personnes, peu importe leurs origines, mais on peut quand même constater leurs défauts et ne pas être d'accord avec l'action d'un tel ou un tel. Donc il ne faut pas se voiler la face.
Ils sont pas corses, hein, ceux qui agissent. Donc, les Rothschild, le monde de la finance juive associé à une élite commerciale britannique, ben, ils ont mené le bal. Et pour les Premières et Deuxième Guerres mondiales, en fait, il faut lire les ouvrages anglo-saxons ou allemands, mais anglo-saxons en particulier, parce que vous savez, là où se trouve le poison, se trouve le remède, très souvent. Et vous avez des anglo-saxons à l'origine du mal, mais vous avez aussi des anglo-saxons qui ont su combattre ce mal. Et je pense en particulier, d'abord, un Anglais naturalisé américain qui est mort en 2002 et c'est un sacré monsieur, il s'appelait Anthony Sutton, S-U-T-O-N. Il a écrit entre autres plusieurs livres sur le mondialisme, enfin sur les oligarchies et entre autres écrit une trilogie dans les années 60, Wall Street et le nazisme, Wall Street et les bolcheviks. Et Wall Street et FEDER. FEDER, c'était Franklin Delano Roosevelt. Anthony Sutton apporte les preuves. Alors quand je dis les preuves, d'abord, je situe le personnage. Il était professeur d'université à l'Institut Hoover. Et il s'appuyait sur les travaux, sur des pièces d'archives, uniquement des pièces d'archives du Congrès des États-Unis, enfin de différents instituts. D'ailleurs, il a payé très cher ses découvertes parce que il avait déjà une formule qui disait persecute, never prosecute, c'est-à-dire persécuter, jamais poursuivre en justice. Il n'a jamais été poursuivi en justice, mais il était puni parce qu'il a été foutu à la porte de sa chaire d'enseignement de l'Institut Hoover et interdit de consulter les pièces d'archives des congrès des États-Unis, etc. Et entre autres, comme par hasard. Donc c'est déjà facile pour vous dire que le bonhomme, il était inattaquable. Bon, et quand il a sorti ses bouquins des années 60 pour donc sur les bolcheviks, il montre avec les références, c'est bien simple, je me disais, quand je lisais le bouquin, je disais, Anthony, il me faut la preuve, la référence, le file, dossier, numéro temps, rapportant, page temps, le truc béton. Et chose qu'il met, il montre que la City, City et Wall Street, les deux centres de l'oligarchie anglo-saxonne, ont financé les bolcheviks. Et je vais citer deux exemples. Le premier exemple, c'est la première ambassade, sans avoir le nom, représentation politico-commerciale de la toute jeune Union soviétique, révolution bolchevique 1917, en 1918, la première représentation politico-commerciale de l'Union soviétique aux États-Unis n'était pas à Washington, capitale des États-Unis, mais à New York. C'est une autre capitale. Capitale de la finance, capitale de beaucoup de choses, et Anthony Sutton va très loin, puisqu'il donne toute la liste des membres du comité de cette représentation soviétique qui n'était même pas dirigé par un Russe mais par un Allemand qui s'appelait Ludwig Martens, très intéressant. Tous pairs. Et l'adresse se trouvait exactement dans le gratte-ciel où se trouvaient tous les grands patrons de la finance de Wall Street. Je crois que c'était au 17e étage, enfin peu importe l'étage de l'immeuble qui se trouve au 25e, pour vous dire. Et le deuxième exemple que je peux vous citer, donc déjà rien que ça on a envie de dire, bon. Et le deuxième exemple, la première banque soviétique qui a été créée en 1922, 1923, 24, enfin au début des années 20, cette première banque soviétique s'appelait la Ruscombank. Donc on va dire, banque soviétique dirigée par un soviétique, enfin un truc là. Non. La première banque soviétique était dirigée par un juif suédois qui s'appelait Olof Eichberg, qui était le patron de la finance suédoise très liée au monde anglo-saxon, et d'ailleurs la Nitbanken, je crois, ou la Nuitbanken, je ne sais plus exactement le nom suédois, dirigé donc par Olof Eichberg, et Olof Eichberg avait un représentant de sa banque à Londres, et son nom est très facile à retenir, c'est une marque de thé qui s'appelait Earl Grey, et Earl Grey, qui avait donc comme supérieur Olof Eichberg, travaillait main dans la main avec les oligarques anglo-saxons, dont un, si j'ai le temps d'en parler, qui s'appelait Alfred Milner, qui était le directeur de cabinet du Premier ministre anglais Lloyd George. Et donc Olof Eichberg était le patron de cette banque soviétique et le représentant de la banque soviétique pour les affaires internationales, c'était un Américain, membre d'une entreprise américaine cotée à Wall Street dont le nom m'échappe. Je crois qu'il s'appelait William Taylor. Bon, son nom m'échappe. Là, je mets un petit bémol. Je sais que c'est un Américain. Donc, pour vous montrer les accointances. Et il a fait pareil avec le nazisme. Il a montré avec les documents, les références, les sommes d'argent transmises par les élites anglo-américaines aux personnes entourant Hitler. On peut rebondir sur ce que vous dites, Pierre, et faire le lien entre la réserve fédérale américaine et ce qui s'est passé en Russie, puisque ce sont les mêmes personnages. Il y a une banque, précisément, qui s'appelle la banque Kuhn-Loeb-Eco. C'est elle qui a financé, dans laquelle on retrouve quelqu'un comme Jacob et puis surtout le fameux James Paul Warburg qui était l'administrateur de la banque Kuhn-Loeb-Eco mais qui est le véritable fondateur de la réserve fédérale et qui a déclaré un jour nous aurons un gouvernement mondial qu'on le veuille ou non. Ça c'est son fils.
Oui, James Warburg en 46-48. Il l'avait bien formaté. Ah oui, et donc il est le fondateur, il est l'administrateur de la banque Kunlob Eco, mais il est le fondateur aussi de la Réserve fédérale américaine. Même son premier président. Son premier président, exact. Et je vais continuer parce que on retrouve toujours les mêmes petits groupes, les mêmes oligarques. Ce sont des liens souvent familiaux d'ailleurs. Ethniques, financiers, religieux, spirituels. Corse. Toujours Corse. On va avoir des emmerdements. On va se faire plastiquer le studio. En fait, la volonté de mettre en place une Europe unifiée, c'est déjà dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20. Déjà, avec un personnage qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui est le fondateur de la Pan-Europe. Pan-Europe, qui lui aussi est un institut très puissant. Voyez-vous, dans les défenseurs de la cause nationale et des identités régionales, et je me range de ce côté-là, je suis pour, étant breton d'origine, pour la défense des identités régionales. C'est plutôt pas mal. Hein. Ah non, mais vous venez de marquer un point là. Ah non, mais vous nous avez descendu quelques mythes. Bon là, vous remontez un peu. Non, mais c'est en fait, moi je suis pour parce que moi je suis contre le côté jacobin destructeur. Pour la petite histoire, avant de continuer, la France de l'ancien régime, c'était des provinces qui respectaient les diversités. La France de la Révolution, c'est la mise en place des départements. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces idéologues... Ah bah si, je vais lire ce truc-là, parce que ces idéologues ça vous tient à cœur, merdeux, révolutionnaires, qui voyaient l'être humain de manière purement, vous savez, froide. En fait, les départements, à l'origine, la France était couverte de carrés. Un véritable damier, comme un jeu de dames ou jeu d'échecs. Donc vraiment, c'était une France en carré, le truc purement géométrique, froid, inhumain. Mais pour des raisons d'ordre pratique géographique, un trait avec sur une montagne, bien une rivière en zigzag, c'était pas évident. Et je vais continuer très rapidement et après je retombe. Ce principe jacobin de inhumain, en fait, qui est une étape du mondialisme. 1919, République de Weimar, vous avez un grand juriste qui est à l'origine des lois, des articles de la République de Weimar, enfin la Constitution de la République de Weimar. Ce juriste allemand s'appelait Hugo Preuss. Il voulait détruire les provinces allemandes, enfin les Länder, pour mettre en place des départements. Et en fait, ça ne s'appelait pas un département, ça s'appelait les Gauen. G-A-U-E-N, pluriel, au singulier, Gau, G-A-U. Mais les entités bavaroises, saxonnes, etc. étaient assez fortes et les représentants ont réussi à bloquer. Et c'est Hitler qui, en 1933, qui a détruit les Länder et mis en place les Gauen, les départements. Et d'ailleurs, dans les films nazis, quelquefois, vous entendez le Gauleiter, les gens du Gau. C'est Hitler. Mais ce qu'on ne sait pas, et moi j'ai un malin plaisir à le dire, parce qu'en plus c'est authentique, c'est que Hitler a mis en place les Gauen voulus par Hugo Preuss. Hugo Preuss était juif. Ah! Et oui, malin Adolphe. Et oui, donc c'est amusant de voir l'organisation administrative de l'Allemagne nazie qui en fait s'inspirait directement du principe jacobin qui aurait dû en fait voir le jour en Allemagne grâce à un juriste suisse, Hugo Preuss. Bon, je fais une parenthèse. Bon, alors revenons à notre question. Donc, l'Europe, déjà cette volonté de créer une Europe unie, la Pan-Europe. Très rapidement, la Pan-Europe, ça va continuer avec ce que je disais tout à l'heure, a été créée en 1922. Objectif, créer une Europe unifiée contre la guerre. En fait, c'était dans un but d'insérer l'Europe unifiée dans un État mondial. Son fondateur, Richard Coudenhove-Kalergi, financé par qui? Par les Warburg, Max Warburg en particulier. Et Hitler c'est l'intermède, mais je rappelle que, vous allez voir pour l'Union Européenne, en 1926, le premier congrès de la Pan-Europe, je crois que c'était à Vienne, a décidé de mettre en place des organes, des principes pour cette Europe unifiée. C'est en 1926 qu'ils ont décidé de choisir un hymne à l'Europe, l'Ode à la joie de Beethoven. Et donc l'Union européenne, quand on entend l'Ode à la joie, en fait, c'était décidé en 1926 par les dirigeants pan-européens. Donc pour faire comprendre que ça remonte. Bon. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette Union européenne vraiment va être lancée. Alors, 1957, c'est l'accouchement, la date officielle, le traité de Rome, 1957. En fait, on peut relever 3 dates, 46, 47, 48. 1946, c'est le fameux discours de Winston Churchill à Zurich, où il parle d'une Union européenne dans le cadre des Nations Unies. Déjà, cette volonté de créer des blocs continentaux, européens en particulier, lui-même s'intégrant dans une gouvernance unifiée. Deuxième étape 1947, août 1947, en Suisse, dans un petit patelin, d'ailleurs qui a souvent encore des réunions entre gens de la haute, un petit patelin qui s'appelle Gstaad, G-S-T-2-A-D, où vous avez eu en août 1947, et vous allez comprendre l'importance de cette date, la création de 2 instituts mondialistes, un à l'échelle planétaire qui s'appelle le WFM, qui est le sigle en anglais pour Mouvement Fédéraliste Mondial,
créer des blocs continentaux, c'est dans la charte. D'ailleurs, c'est simple, il faut aller sur le site officiel des archives de l'Union européenne, donc je donne vraiment l'adresse de nos adversaires, www.ena.lu, Luxembourg. Vous avez toutes les archives européennes, tapez WFM, World Federalist Movement, et vous aurez le texte fondateur de cet institut pour créer des blocs continentaux dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et cet institut planétaire avait une subdivision, la branche européenne, UEF, si en anglais, pour l'Union des fédéralistes européens, qui actuellement est dirigée par un député anglais qui s'appelle Andrew Duff, Duff, D-U-2-F. Eh bien, c'est lui qui, en liaison avec un député autrichien, Johann Fogelhuber, et en liaison avec la Fondation Bertelsmann, qui est à l'origine de la relance du projet de Constitution européenne, Giscard après l'échec de 2003-2004, enfin 2005 avec le référendum, qui est à l'origine de la relance du projet de Constitution européenne, donc avec le traité de Lisbonne. Donc vous voyez, comme cet événement de 1947, cet institut UEF a permis en 2005, 2006, 2007 de relancer le projet de Constitution européenne. Donc les événements actuels ont une longue origine. Et le troisième date, 1948, mai 48, avec le fameux congrès de La Haye, qui est vraiment l'acte fondateur de la relance de la construction européenne, présidée par Winston Churchill. Et en fait, d'ailleurs pour la petite histoire, je citais Richard Koudenov-Kalergi, la Pan-Europe. En 51 ou 52, Koudenov a écrit un bouquin intitulé « J'ai choisi l'Europe » et il a eu une personne qui lui a écrit la préface de son bouquin, c'était Winston Churchill. Donc vous voyez, on retombe toujours les mêmes copains. Et je vais continuer puisque ce congrès La Haye de mai 1948, en fait, n'a pas été organisé par Churchill. Il n'a fait que poser ses fesses, d'une certaine manière. Grosse fesse avec son cigare et son whisky. En fait, celui qui a vraiment organisé tout ça, c'était le secrétaire général, qui était Joseph Ratzinger. À ne pas confondre avec Ratzinger, qui est le pape, Joseph Ratzinger. Et Joseph Ratzinger travaillait main dans la main avec le CFR américain et son homologue britannique Chatham House. Et c'est lui qui va être, Joseph Ratzinger, donc à l'origine de ce congrès de La Haye, mais c'est lui qui est à l'origine avec Rockefeller de la création en 1954 du Bilderberg. Donc vous voyez, à chaque fois... des Pays-Bas dont vous nous parliez voilà, tout à l'heure. donc à chaque fois on retombe sur nos pattes. C'est un immense puzzle et chaque pièce s'emboîte. Il n'y a pas de complot, c'est archi-officiel, mais il faut être curieux.